dis, j'en ai marre, c'est du foot, vous allez arrêter maintenant. Tu as tout le monde qui dit, allez, cassez-vous, on sort, on vide la tribune. Enfin, il raconte ma vie, donc bon, il raconte ma vie sans qu'on se voit, donc très très bien. Alors les mecs sur le plateau, ils avaient une larme qui coulait comme ça, ils avaient envie de dire, mais ferme ta gueule, putain, tu me trahis. Et oui, Tu as trahi la cause, comme dirait René. Bonjour ou bonsoir, vous le savez, ça dépendra quand vous nous regarderez. Et oui, on est de retour. Bon, vu la période, on s'est un petit peu caché. Bienvenue dans Aux Armes. Comme d'habitude, abonnez-vous, toutes les plateformes, nous sommes de partout. Commentez, surtout abonnez-vous sur YouTube. On n'est pas loin de quand ça va devenir vraiment intéressant. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Aujourd'hui, pas émission de fin de saison, mais pas loin. On va faire un peu de bilan. On va quand même beaucoup parler de notre invité. Il va se présenter tout seul parce que c'est son métier. Il est très bon dans ça. Il fait Marseille un petit peu, hein, même pour vous montrer vers qui on va aller. Il va se présenter tout seul. Aujourd'hui, nous recevons Romain Canuti, présentateur d'Ils font Marseille, donc celui qui fait ceux qui font Marseille. Voilà. On va se présenter comme ça. Je suis impressionné, Joris. Je suis content d'être avec toi parce que je partage des plateaux du talk show du Phocéen où je travaille également. Je suis l'actualité de l'Olympique de Marseille, donc je suis très content d'être avec toi. Je suis époustouflé de voir que tu nous fais cette intro sans prompteur, sans rien, comme ça, tac. Tu viens d'arriver, je suis sûr que ce livre-là, tu l'as même pas lu. Non, je l'ai pas lu celui-là. On va regarder. La 5e vague. Oula, tu reçois Didier Raoult. J'ai reçu, oui, j'en ai reçu d'autres de vagues entre-temps. Bravo. Non, écoute, ravi d'être avec toi. On est là pourquoi? On va parler de l'Olympique de Marseille. On va parler de toi, un petit peu. De ton, enfin, le podcast, vous le savez, hein, Aux Armes, c'est surtout l'invité, comment il vit l'Olympique de Marseille, comment il est venu à être supporter. Et, comment il est contaminé. Exactement. Est-ce qu'il a un remède pour en sortir? Voilà, pourquoi les tempes blanchissent un peu plus vite que les autres qui n'ont pas cette activité-là, ainsi de suite. Et puis bien sûr, à la fin de l'émission, alors d'habitude, on gardait toujours ça quand ça allait bien, pour dire que Roberto était gentil, que Aubameyang faisait des ciseaux, tout ça. Bon là, on blaguera malheureusement un petit peu de la saison que nous avons vécue. C'est le jeu. C'est le jeu. Ça. Il faut souffrir pour être heureux. Et Dieu sait qu'un jour, on sera méchamment heureux. On va être heureux comme personne n'a jamais été heureux dans sa vie. Ah, putain, t'as raison. Putain, c'est terrible. Tu vois, commençons juste par ça, sur un truc tout bête. Pendant des années, j'avais un autre club, tu vois, un side project à côté de l'OM qui s'appelait Arsenal. Et j'aimais beaucoup Arsenal, je regardais les matchs et tout. Et j'ai lâché il y a 7-8 ans, un truc comme ça. Là, ils sont champions d'Angleterre. Eh ben, ça ne m'a rien fait du tout. T'as pas eu de... J'ai pas vu un match de la saison, ouais, donc ça serait... Évidemment, ça reste mon club préféré de toute la Première Ligue, mais j'ai pas vu un match, tu vois. J'étais tellement dans cette saison de l'OM que les gens, je reçois des messages. Ah, t'es content, Arsenal est champion et tout, machin. Laissez-moi tranquille, moi je suis 5e de Ligue 1, je suis passé à côté d'un podium où il y avait personne le voulait et on n'y est pas fini dessus. Donc le titre d'Arsenal, ouais, je suis content pour Bukayo Saka que j'aime beaucoup. Voilà, pour la petite histoire, je suis l'Olympique de Marseille et le Real Madrid, donc tu comprendras que j'ai passé une saison assez. Et ben voilà. Bon, voilà. Hein, on vit avec ce qu'on a, malheureusement. Tu vas faire le Stade Malherbe de Caen, hein, l'autre projet de Pourquoi Kiki, pas. peut-être. Peut-être sympa. Non, on va couper un peu là. Romain, justement, avant de parler du Phocéen, tu es de Marseille. Tu es de Marseille. Centre de Marseille. Depuis toujours. Depuis comment ça a marché, les parents, l'oncle, le grand-père, enfin un peu tout ça, quoi, du niveau familial, c'était comment? Mes parents étaient pas trop branchés foot. Pourtant, on vivait à la Plaine, au cours Julien, donc on était. Mais mon père avait un groupe de potes, on va pas dire c'était un ami, mais c'était un groupe de mecs du quartier qui se connaissaient bien. Il y avait Jackie du bar de la Plaine, tout ça. Il y avait 2P. Donc petit, dans les visages familiers que j'avais du quartier, il y avait 2P qui était un peu plus âgé que moi, mais qui restait plus jeune que d'autres, notamment mon père. Et donc, du coup, j'ai baigné dans cette culture-là un peu assez rapidement. Et assez rapidement, j'ai voulu m'intéresser au foot. J'ai voulu m'intéresser à ce truc qui faisait que j'ai vécu, j'étais tout petit, mais 93, où une fois que ça gagne, tu vois toute une ville
heureuse pendant une semaine et quoi qu'il arrive, tout va bien. Et je me suis dit, c'est quoi ce truc qui fait que tout le monde est heureux? Je veux en être, je veux savoir. Donc j'ai commencé à m'intéresser au foot. Et après, très vite, je me suis intéressé au foot, le jeu. Et j'avais une petite, voilà, je connaissais tous les joueurs de toutes les équipes. J'étais à fond dès mon plus jeune âge. Ça faisait peur à mes parents. Et voilà, très vite, tout l'argent que je pouvais mettre de poche, c'était dans France Football que j'achetais le mardi, le vendredi. Là, j'étais. Donc, ouais, et je suis très vite devenu mec à Marseille qui limite s'intéressait plus au foot qu'à l'OM. L'Olympique de Marseille. Ce qui faisait un peu peur à mes potes qui ne comprenaient pas. Parce que voilà, moi au tout départ, j'étais le genre de geek. Mais ça n'existait pas, même le mot geek n'existait pas à l'époque. Mais si tu avais un AS Roma Juve ou un OM Le Havre, allait dire ah putain AS Roma Juve, et tout le monde disait mais de quoi tu parles, on va regarder OM Le Havre. Au final tu regardais OM Le Havre avec tout le monde, mais tu avais ce petit truc un peu hipster, ça pareil, ça n'existait pas à l'époque, de dire ouais mais il y avait Juve Roma quand même, voilà. C'est comme ça que ça a commencé. Les premiers matchs au Vélodrome, quelle période? Alors à titre, pas mal de points en commun au fur et à mesure que nous nous connaissons. OM Milan, en fait, des quarantenaires. Moi, c'est le premier match de foot que je regarde dans ma vie. Des quadras. Exactement. Et nous sommes là, ça y est. Et c'est le premier match que je regarde de toute ma vie de football. Jusqu'à ce match-là, pas que j'aimais pas le foot, ça m'intéressait pas. Et de là, heureusement ou malheureusement, ça dépend des périodes, j'ai basculé dans les footballeurs, ça y est. Et du coup, dans l'Olympique de Marseille. Ben bien sûr, ouais, dans ce match 93, pareil. Avant, tu avais des bribes, tu sais, de ils ont fait quoi l'OM? Bah, ils ont gagné comme d'habitude. On est trop fort, mais tu sais pas vraiment. Puis un jour, on te dit, ah ouais, putain, Papin, il est même allé dans les cages tellement et tout. Donc, enfin, match contre Sofia. Donc, tu dis, ah ouais, bah, tu sais pas vraiment ce qu'il en est. Et le match de 93, effectivement, tu le regardes sans savoir ce que c'est. Et je me souviens de l'avant-match de mon père qui me dit, bon, lui, tu vois, il est un petit peu plus fort que Deschamps, me montrant Rijkaard, tout ça. Tu vois, lui, bon, ben, il est un peu plus fort que Papin, mais déjà Papin qui est déjà dans l'équipe d'en face, et il me montrait Van Basten et tout. Donc là, tu commences à te dire... ça va être chaud. Ah ouais, d'accord. Donc en fait, ils sont tous plus forts, donc tout va bien. Et puis tu gagnes, et puis tu sais pas vraiment ce que tu vois, tu comprends pas le système à 3, le ci, le là, qui avait corner, pas corner. Tu étais à deux doigts de te dire, mais pourquoi Boli, il a tiré et puis il a marqué, et puis après tu réalises qu'en fait, c'est Abedi Pelé. Bon, bref. Donc, effectivement, tu le vois, et après, de revoir ce match avec d'autres... mais comme plein d'autres matchs. Oui, tu l'analyses et tu le vois différemment. C'est que tu as l'émotion, et après, tu as le truc où tu peux l'analyser. Et c'est vrai ce que tu dis. On a l'habitude dans le podcast d'un peu divaguer, mais moi, c'était la fête d'après qui m'a... J'habitais un village... dans les Bouches-du-Rhône, là-bas, rien à voir, mais la ville, j'avais 9 ans, je restais jusqu'à 3h du matin dehors avec mon oncle, le ci, le ça, des voitures renversées parce qu'il y avait trop d'excitation, mais personne ne disait rien, mais c'était pas grave en vrai. Mais ce souvenir-là, je me dis, c'est bien ça, ce truc-là, c'est le fait gens dans la rue qui sont contents. C'est le fait de vivre le foot intensément quelques années plus tard. Alors qu'on se disait qu'on jouait le titre, on perd 3-0 à domicile contre le PSG, avec Ronaldinho, tout ça. Et je me souviens, j'étais au lycée du coup à ce moment-là, et je me souviens du lundi matin, mais les têtes d'enterrement, mais de toute la classe. Mais les meufs du premier rang, les fameuses meufs du premier rang. Celles qui mettent leurs bras... qui aujourd'hui, bien sûr. Avec le classeur. On les salue, aujourd'hui elles sont avocates, elles sont... Allez, bravo à elles. Claire. Voilà. Ma femme fait ça. Elle faisait partie de ces gens-là. Ah d'accord. Il fallait pas copier et tout. D'accord. Ok. Et en fait, même elles étaient dégoûtées. Elles savaient pas pourquoi, mais tout le monde était là. Et la prof qui était principale, la prof d'éco, qui jette le truc, qui dit j'en ai marre, c'est du foot. Vous allez arrêter maintenant et tout. C'était génial. C'était génial de vivre. Et en fait, Marseille te permet de vivre ça, de vivre ce truc en fait commun. Tu vis parce que tu le partages avec les autres. Et moi, c'est ça qui me. Ce que je dis souvent. J'ai l'intime conviction que je resterai l'aventure Le Phocéen, je la suivrai mais jusqu'au bout, et enfin je ferai ce métier jusqu'au bout.
Et je fais ça, c'est pas parce que le 4-4-2, le 4-3-3, même si franchement Oui, ça me te plaît. passionne, Oui, hein, hein. mais c'est pas ça en fait qui me tient. Ce qui me tient, c'est l'aventure humaine. C'est en discuter avec des potes, c'est d'avoir ce truc qui touche tout le monde et de débattre, d'avoir des gens qui te disent oh, c'est vrai ça et tout. Je mets extrêmement de temps à faire mes courses à Leclerc parce que je croise toujours un mec et puis on discute et puis machin et ben, ça fait partie du jeu et c'est bien. Et c'est ça qui est bien, c'est de partager ce truc-là tous ensemble. Et toi, tu as la mission de raconter ce qui se passe, d'être en fait juste un intermédiaire entre tout le monde, parce qu'on ne peut pas mettre tout le monde dans Bien une sûr. salle de presse pour poser des questions au coach, et le coach, voilà, le feuilleton quotidien de l'OM. Donc c'est une responsabilité et c'est une petite fierté. Ouais. Donc les premiers matchs au Vélodrome, c'est quand? Quelle période Alors le tout premier match, c'est été 92. D'accord. Mais tu es tout petit, tu sais, ton Mhm. père te met là, tu sais même pas pourquoi tu es là. Tu cries ouais, À comme ça l'époque, là. voilà, à l'époque, il y avait encore une pente. Oui. Donc tu t'en servais de toboggan géant Mhm. dans le virage et tu étais heureux. Donc voilà, ça c'est vraiment les premiers matchs. Après, les premiers matchs que je vis vraiment En conscience. en conscience, en supporter, en abonné, tout ça, c'est la saison 98-99. Quand je vous dis que j'ai que des points communs avec Romain Canuti. Et alors, C'est tiens, tu vas me dire incroyable si quand tu as le même. même que moi, mais à la mi-temps d'OM Montpellier, qui n'est donc que le deuxième match à domicile, tu as tout le monde qui dit allez, cassez-vous, on sort, on vide la tribune, cette équipe c'est un scandale, machin, tout ça. Et moi, je fais pas le malin parce que je suis pas très âgé, mais j'ai envie de voir le match, donc Ouais. je reste un peu dans un coin comme ça en faisant genre ouais, on part, mais en fait je reste et je veux voir le match. Et ben, je reste jusqu'à la fin et je vois ça. Alors, je vois ça d'en face parce que j'étais virage nord. Donc, les 9 buts, je les ai vus de. Romain, merci d'être venu. Voilà. Il raconte ma vie, donc bon, il raconte ma vie sans qu'on se voit, donc très très bien. Romain, à très Alors, bientôt. Claire, la Ça- première fois avec Non, Claire. non, je non, peux non, te on va dire pas aller que. jusque-là, Non Ça, non mais tout pareil. Ok. Tout pareil, virage nord, 4-0. On va donner les surnoms parce que ça fait toujours rire. Je suis avec le célèbre Toche et avec le célèbre Péton. Et là, on s'en va. Ah, voilà, On s'en d'accord. va, Nous, on s'en a- part. Comme toi. Non, mais. Et on reste. Et on est dans le virage, je te souviens, avant, les supporters de Montpellier étaient de côté Oui, Gannet. côté Gadet, c'est ça. Et nous, on se plaçait là. Et je vois la tête au fur et à mesure des Montpelliérains se déconfire au fur et à mesure que le match avance. À 4-1, genre ils rigolent. À 4-2, ils nous applaudissent, genre c'est bien. Puis à 4-3, eux, ils s'assoient et puis ils se disent bon. Et puis après, après. C'est une folie. Mais je pense même eux, ils étaient contents de vivre Oui, ce truc à Je la sais pas, fin. mais ouais. De toute façon, Montpellier, c'est un club ami. Ami. Voilà. Quand on a eu besoin de les On laisser s'embrasse. gagner, On les- voilà. On l'a Hein, fait, hein. bien On sûr. n'a pas eu D'accord, oui, donc dans. Très beau moment d'ailleurs que je te raconte de ce fameux OM Montpellier où on les laisse gagner en 2012. Il y a un journaliste à la fin qui était très connu à Marseille qui est disparu l'an dernier. On l'embrasse, on pense à lui, à Vie Assouli, qui après le match va voir Olivier Giroud et lui dit oh petit, quel but tu nous as mis, se retourner, tout ça. Et en fait il enchaîne, c'est vraiment incroyable et tout. Machin. Et là t'as Giroud qui n'arrive pas à en placer une, qui au bout d'un moment lui dit c'est Younes Belanda qui a mis le ciseau. Ouais. Moi j'ai Voilà. pas mis ça, mais merci. Du coup je pense que ça a poussé Giroud à se dire je vais mettre des ciseaux dans ma vie Voilà, comme ça sera ça. mieux. Grâce à Vie Assouli. Bon, Avi a été coutumier un peu des fois de se tromper légèrement. C'est pas ce qu'on lui demandait. Voilà, c'est Voilà. parce que- Pas ce qu'on lui demandait. Merci à lui. Oui, donc le abonné virage. Abonné virage, oui, bah, on va dire que j'avais quelques facilités pour y être, donc c'était toujours un peu sous la surveillance. Mais très vite, je fais le mec, on est toujours dans cette posture de hipster avant l'heure, du ouais, mais c'est bon, de toute façon, je peux rentrer un peu quand je veux, donc je fais l'erreur de me désabonner assez vite. Ok. Et tu sais, pour faire le mec, c'est bon, j'ai déjà vu autre chose, alors qu'en fait, non. non. Donc non, après j'ai repris abonnement avec des potes. Mais ça m'a permis de vivre différentes expériences au stade, d'aller faire les matchs de coupe avec les winners par exemple, parce que comme ça on pouvait prendre les places avec tous mes potes. Et là on y allait vraiment, tu t'habilles avec tes vieilles affaires que tu sais que tu remettras Oui, plus. voilà. Tu sais t'as par cas, parce que quand tu étais petit, tu avais un blouson d'hiver, tu n'avais pas inventé. Donc tu mettais le précédent, celui que tu... Oui. généralement une doudoune Nike, enfin un truc, Ouais. voilà. Hein. Et Adidas Puma. et Enfin, tu bon, allais, tranquille. et tu allais en face
chez les Winners. Et là, tu attendais. Donc, le mieux, c'était quand il y a eu Sitchev qui arrivait, parce que tu savais qu'elle allait avoir une Kalinka Oui. et que derrière, on allait sauter. Et j'ai fait des sauts de 15 travées. Ouais, tu faisais des pogos. On y allait pour ça. Hein. Ben oui, mais dans l'expérience commune de tous les virages, on le dit tout le temps, mais c'est quelque chose. Ceux qui ont vécu, normal, le schéma, c'est tu vas en virage, après en vieillissant, tu t'embourgeoises un peu. Alors, moi, très vite, j'ai voulu aller tu vas en tribune. Dès mes 18 ans, mon rêve, c'était d'être abonné à Jean Bois. Voilà, donc tu fais ce cheminement pour certains, mais l'expérience d'être dans les virages mais avec bien tout sûr. ce que ça comporte, c'est extraordinaire. Mais bien sûr. Pas plus, et on comptait en parler un peu plus tard, mais le dernier match, les Winners en roue libre au total, ils ont fait tous les champs possibles et inimaginables. Mais en vrai, moi, ça m'a fait rire. Bien sûr. C'était genre, vu que tout le monde s'en fout, on va chanter Sitchev. Donc on va chanter Sitchev. Il y avait peut-être des petits qui l'ont chanté dans le virage, je ne sais même pas qui c'est. Et tu remarqueras qu'il n'y a qu'un seul chant qui a eu des relais presse. On va dire ça comme ça. Bizarrement. Oui, bizarrement. Mais d'accord. Ensuite, je sais que tu n'es pas resté qu'à Marseille toute ta vie. On suit, même en allant à l'étranger pour tes études et tout, on est toujours, il faut être toujours au fait de ce qui se passe. En fait, j'ai passé des moments au Canada ça c'est un truc à vivre et je parce que ton podcast est international, donc bien sûr, il y a des gens qui nous écoutent de partout. Mais j'ai vécu un truc aussi, parce que du coup, suivre l'OM au Canada, c'est compliqué. On a vécu des scènes avec des potes. On se rend dans le seul bar de Montréal qui diffuse la finale de la Coupe de France entre Paris et l'OM, celle de 2006. 2006. Vikash. Bon, pardon. Et il se trouve qu'à l'échelle d'aujourd'hui et de nos grands âges, c'est rien. Mais pour moi, c'était énorme. Vikash, 2 ans plus tard, je le rencontre à la rédac de SoFoot, parce que 2 ans plus tard, je rentre à SoFoot. Et Vikash était un compagnon de route de SoFoot, il était souvent là. Et je me rappelle de la première phrase que je lui ai dit quand je l'ai vu. Mais tu sais, j'étais le visage blême et tout le monde était un peu sympa en se disant putain, il en fait trop, lui regarde le stagiaire là, qu'est-ce qu'il veut. Et je lui ai dit, tu peux me rendre la Coupe de France, s'il te plaît, parce que, parce que ton but. Bon, et donc, tu es à Montréal, 250 supporters de l'OM, 250 supporters parisiens. Le match est diffusé à 13h. Donc, tu es dans le bar dès 11h30. Ça fait que chanter d'un côté, de l'autre, ça se répond. À la fin, tu perds l'angoisse, mais que tous les mecs de Marseille qui sont montés vivre cette finale ont vécu cette même angoisse et tout. Sauf que toi, il fait encore jour. Oui, donc, toi, tu as une journée à finir. Il n'y a pas de je vais me mettre l'oreiller comme ça. Là. Non, toi, tu as la journée à faire avec des potes. On est allé jouer dans un parc, Montréal, ça joue au foot, et tu sais, c'est ce que tu t'imagines, des Québécois super sympas et tout. Match détestable, mais on s'est tous embrouillés entre nous. Il y avait une haine. Il y avait une haine en nous qu'on ne savait pas déchiffrer et tout, mais c'était insupportable. C'est très dur de vivre ça. Très compliqué. J'ai vécu la finale l'année suivante, la finale contre Sochaux. On parle de choses très gaies. On parle que de bons trucs. C'est l'enfer, mais c'est pareil. Ça, je le vis. C'est la fin de mon année Erasmus que je passe à Newcastle, donc en Angleterre. Donc, je suis allé voir des matchs à St. James Park. Je me suis rendu compte que ils sont gentils, mais alors qu'on disait que c'était le meilleur stade d'Angleterre. Mais ça, c'est et par rapport au Vélodrome, rien du tout. Mais bon, pourquoi pas. C'était quand même sympa. Et là, je vais voir un mec qui démarre un peu, qui s'appelle Mark Ronson, qui a fait 2-3 trucs dans la musique, qui a produit 2-3 albums. Ça a marché. Ça a marché. Je crois Bruno, mars, ouais, c'est ça. Bon, bref. Et on va le voir. Et en fait, mes colocs n'avaient des places, c'était complet. Et j'étais avec tous mes colocs anglais qui sont des mecs de foot, donc ils comprennent que c'était important et tout. Mais j'étais là. Et à l'époque, je sais pas, tu regardes le match sur ton téléphone, ça n'existe pas, ça. Donc, j'appelais un pote pour qu'ils me disent devant la télé à Marseille ce qui se passe, donc un hors-forfait monstrueux de l'époque. Et on est dans la file d'attente quand il y a encore la prolongation. Et je raccroche en me disant, bon, ça va le faire. Ça va le faire. On est tranquille. On finit la soirée à 5h du matin, on va tous prendre le petit-déj ensemble. Enfin, le truc, j'arrive à mettre ça totalement de côté. Bonne soirée. Il y a un moment donné où tu penses ça, tu te dis, bon... là, ils ont dû célébrer la coupe, ça doit être la folie. Bah écoute, moi c'est la folie, je vais le vivre aussi. Enfin, tu vois le truc. Et là, tu rentres et tu vois qu'on a perdu au tir au but, que Ribéry n'a pas tiré. Qu'on a envoyé Comment te dire, il est 7h du matin,
et tu es censé, tu vois, t'écrouler, et tu es là, une haine. Voilà. Ça, c'est une vie de supporter. Bon, on l'a choisi ou non, hein, mais oui, ça fait partie de la vie de. Mais d'être en Angleterre, ça m'a permis de vraiment accrocher avec un site qui est le Phocéen. Et à l'époque, ils n'avaient absolument pas les droits, hein. On va pas se mentir. Mais après chaque match, genre 1 heure et demie après, tu avais la compile des buts du match en vidéo dans un petit coin du site. Et tu avais, pour vraiment les anciens qui nous écoutent, qui s'en souviennent, par-dessus pour le son, tu avais un morceau de guitare électrique, un mec qui se faisait un truc qui se faisait plaisir. Et après, j'ai appris du coup des années après que c'était un ami du patron Seb Volp qui avait composé ça pour avoir une musique libre de droit, tout ça. Et j'ai passé cette année à voir tous les buts des matchs de l'OM dans la foulée quasiment. Et quand tu es à l'étranger, c'était un truc incroyable. C'est Internet. C'est pas comme maintenant où on a tout. C'était il y a 20 ans. Hein, voilà. Donc c'est génial. Justement, tu as fait des études de journalisme? Pas vraiment. Je fais des études dans la com. Ok. Et je suis arrivé dans le journalisme. Enfin, j'avais fait des études dans la com, mais après, en rentrant en Erasmus, j'avais choisi d'être à l'école de journalisme de Marseille pour faire mon master com en me disant, sur un malentendu, je suis entre les deux. Moi, ce qui m'intéressait, c'était les publics communiqués, c'était voilà, le contenu personnalisé. En fait, j'avais dans la tête le concept d'influenceur, donc 15 ans avant que ça existe. Mais il y a une offre de stage qui est proposée par mon magazine, mon média favori sur le foot à ce moment-là, qui s'appelle SoFoot. Je m'étais fait abonner quand j'étais en Angleterre. Enfin, SoFoot, c'était... Quand il est sorti ce magazine, mais d'où est sorti ce truc? Les blagues sur les nazis, terrible. Tout ça, c'était voilà, les tests de fin de magazine. Tout. Pour moi, ces mecs-là, c'était des dieux sacrés. Et en fait, j'avais postulé pour être stagiaire en com chez eux. Donc, ils m'ont dit, ouais, ton profil nous intéresse parce que Angleterre, machin, t'as l'air un peu débrouillard, viens en stage. Et puis, très vite, quand j'arrive, ils m'ont dit, la com, on en a rien à foutre. En fait, vas-y, écris, fais-toi plaisir. Mais moi, je suis un Marseillais. C'est-à-dire que moi, tu me dis écris, j'écris Tia. T apostrophe Y A S. Tu es là-bas. Et le mec était ce qu'on appelle un secrétaire de rédaction. Un mec qui est chargé de relire et tout machin. Il l'envoyait, je lui envoyais des trucs. Il me disait, mais c'est pas sérieux, mais vous l'avez pris où lui? Mais d'où sort ce monsieur? Et lui, c'était là à dire, bah vas-y, il nous fait marrer. Il a l'air un peu. Et en fait, tu te rends compte qu'à SoFoot, il n'y a que des mecs un peu comme ça. Mais c'est ce qui faisait c'est ce qui fait que ça a marché. C'était frais parce qu'on avait, comme tu l'as dit, France Football, l'équipe, machin. Voilà, c'était assez. Puis là, il est arrivé. Et même avec les réseaux sociaux, je sais pas si tu te souviens, on avait pris un but contre Metz, je crois. Non, peut-être pas Metz. Que Steve avait fait un enroulé. Il lui avait donné. C'était contre Valenciennes. Ils avaient titré Bras roulés Mandanda. Même malgré la défaite, ça m'avait fait tellement rire que presque limite, il m'avait fait passer bon, tant pis, c'était pas très grave. Mais comme c'était écrit, oui, bon, SoFoot terriblement. C'était Swan, je crois, qui avait fait ça, qui est aujourd'hui sur Ligue 1+, avec de très beaux costumes. Swan, regarde tes messages LinkedIn, s'il te plaît. Cordialement. Je vais te passer son numéro et tu vas le harceler directement, il n'y a pas de problème. Mais oui, on a passé de très bons moments. Et du coup, après, une fois que tu es dans le bain, et en fait, une fois que tu vois comment ça marche, au début, je me dis, je vais garder ça à côté, je vais avoir un vrai métier, je vais faire ça plaisir à côté. Et en fait, très vite, je me suis dit, non, en fait, il faut que je fasse ça tout court. Et parce que c'est ça qui m'éclate et que j'ai envie de faire. Et donc, voilà, plusieurs étapes, mais qui ont fait que je me suis lancé dans ce truc-là, le côté journalisme sportif. Et voilà, plein d'expériences. Et je me suis régalé. À plein de moments, je me suis dit, ah tiens, finalement, je veux faire autre chose, machin. Mais tu reviens très vite et tu te dis, en fait, ton truc, c'est ça. C'est là où tu es comme un poisson dans l'eau. Arrête de vouloir te donner des cas de conscience professionnels en te disant non, mais il faut peut-être progresser. Il faut peut-être progresser de rien, reste là-dedans. Ce qui te plaît. Et tu kiffes et tu es heureux et tu te lèves en te disant... ton premier réflexe quand tu te lèves, c'est de lire l'équipe, se dire tiens, qu'est-ce qu'on pourrait faire, qu'est-ce que machin, voilà, reste là-dedans. D'accord. Comment arrive le Phocéen dans ta vie? Phocéen, c'est rigolo parce que la première fois que je vois Sébastien Volp, donc qui est le patron du Phocéen,
Oui, Je parce que le- le phocéen, c'est pas toi. C'est pas moi du tout. Voilà, Ouais, c'est non. c'est le raccourci. Ça a été créé. Souvent, Ouais, bien sûr. Et c'est gentil. Mais non, ça existe bien avant et c'était un modèle bien trouvé. Et je croise Sébastien Volpe, donc, qui est le patron, le créateur du Phocéen. Je croise sur un plateau de la LCM, la chaîne locale. D'accord. Avant, il y avait des télés Oui, locales oui. aussi, il faut expliquer ça à ceux qui nous regardent. Les podcasts n'existaient pas, il y avait des télés locales. Et il y a un débat sur l'OM, et je vois, et je fais, ah putain, Thil Phocéen. Et moi, je reste sur mon idée, Erasmus, putain, Ouais. les buts, vous m'avez régalé, Merci, tout ça, tout ça. merci. Et je lui dis, et on est dans l'ascenseur, et je lui dis, putain, j'adore le Phocéen et tout. Il me dit, bah merci. Je dis, félicitations, par contre, vous allez mourir. Ah. Il me regarde, il me dit, pardon. Et je dis, bah, franchement, j'ai regardé, j'ai fait un peu un cas, ce qui se passe à Barcelone, à Manchester, tout ça. De partout, le site de supporters, il est soit absorbé par le média local dominant, soit il est absorbé par le club. Mais ça subsiste pas. Donc ce modèle-là, il est assez unique à ce moment-là. Aujourd'hui, il y a d'autres formats qui sont développés sur d'autres clubs, mais à l'époque, il y a ce format-là qui est assez unique. Ça. Je regarde l'Angleterre, l'Espagne, l'Italie, l'Allemagne, tu te dis, bon. Et il me regarde, il me dit, mais non, nous, on a un truc. Tu vois, il défendait son projet, tout ça. Et, mais je l'avais vu pas embarrassé plus que ça par le mec qui lui dit, ton ça modèle, dépend machin. si tu Et il peux me dit, le dire, écoute, oui. on va voir. Et en fait, ça doit arriver vers 2008-2009. Et 2 ans plus tard, en fait, c'est Christophe Champy qui, moi, était mon idole absolue à ce niveau-là. Oui. Les polos, alors je raconte toujours cette anecdote, il est super gêné quand j'arrive parce que depuis, j'ai quand même la chance, ça c'est un kiff incroyable d'être devenu pote avec ce mec-là, c'est quand même génial. Et en fait, Christophe, il avait un polo, tu vois, on les embrasse, il avait un polo Lacoste bleu marine. Et moi, mon grand-père, dans ses affaires, et en fait, je le voyais. J'avais déjà 20 ans quasiment quand j'ai fait ça. Donc c'est là où tu te dis, copain, enfin 20 ans peut-être un peu pas, mais bon. Mais j'étais allé chercher à mon grand-père son polo Lacoste bleu marine que j'ai toujours chez moi, avec le col fracassé, tout ça, le truc à 60 ans. C'est encore marqué l'étiquette, il y a marqué la chemise Lacoste. C'est vraiment le truc de l'époque. Mais je l'ai pris parce que Champy, quand il présentait, il avait ça. Et je trouvais qu'en fait, son émission, qui était 100% arrangement dans une saison bien dégueulasse, peut-être 2004-2005, une saison horrible de l'OM. En fait, il avait l'émission, c'était le média du club. En fait, tu comprenais ce qui se passait dans les coulisses du club. Ah non, mais c'était distillé avec une telle finesse qu'en fait, les mecs sur le plateau, ils avaient une larme qui coulait comme ça. Ils avaient envie de dire, mais ferme ta gueule, putain. Non, mais là, maintenant, tu sais comme ça marche. Normalement, là, tu as le DIRCOM qui te regarde. Non, mais ça existe plus. Ça ne peut plus exister. Surtout ce qu'il a raconté à l'époque. Ce qui se passait à l'OM à l'époque n'existe plus aujourd'hui. Enfin, voilà, c'est des trucs. Mais c'est une folie. Et lui était capable de faire ça. Donc, ce mec, c'était mon idole à vie. Et un jour, il m'avait appelé pour me dire, viens, je vais faire un truc sur une chaîne de télé locale. Viens avec moi et tu peux être mon second. J'étais là, je viens de te dire, je suis là, même pas argent, je suis là. Je suis garé devant. Exactement. Et puis, il me rappelle un peu derrière, il me dit, écoute, je vais pas y aller parce que je le sens pas. Par contre, les mecs du Phocéen m'ont proposé quelque chose. Ils veulent monter des vidéos, tout ça. Et franchement, je trouve que ça a plus d'avenir d'aller avec eux, tout ça. Donc, bien joué de sa part, il a raison. Et il me dit, par contre, il n'y a pas de place là pour toi, mais je vais faire en sorte que tu sois invité, tu sois dans les invités. Je dis, pas de souci, avec plaisir et tout, très bien. Puis j'arrive à être invité une fois, et puis Seb Volpe, que je recroise, me dit, alors, on est mort ou on n'est pas mort? Bon, maintenant, vous n'êtes pas mort. Et puis il me dit, ça serait bien que tu viennes plusieurs fois, puis ça serait bien que tu viennes, je sais que tu bosses à côté dans plusieurs rédactions, mais ça serait bien que tu viennes aussi filer un coup de main à la note. Puis en fait, je trouve que c'est génial parce que tu as permis de gravir les étapes, de monter les marches, et puis une à une, et puis voilà. Puis est venu un moment où je me suis dit, non, en fait, il faut que j'arrête les autres trucs que je faisais à côté, comme 20 minutes par exemple. Alors, pareil, on explique à ceux qui nous regardent, avant les gens, ils avaient un journal, il n'y avait pas le journal sur le téléphone. Ça paraît tellement loin. Alors que à l'époque, tu le trouvais dans des gares, dans les métros, et c'était le quotidien le plus lu de France. C'est ça. Donc on parle de ça il y a 15 ans. Et du coup, moi, je bossais là, j'étais content. Mais c'était pas, le Phocéen, tu avais ce truc de bande de potes. Enfin, ça avait ce truc de...
tu te qualifies à Dortmund, on t'appelle à 11h, vas-y, viens au studio, on va faire une émission. On ne sait pas, mais on va faire une émission jusqu'à 1h du matin où tu es là. Bon, alors le tirage, tu veux qui? Oui. Tu prends un plaisir. Donc après, je me suis dit, ouais, je vais rejoindre le Phocéen et je vais en faire, je vais en faire mon métier 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. C'est devenu un média de référence parce qu'on ne peut pas faire comme si le Phocéen n'était pas dans la sphère de l'Olympique de Marseille. C'est sans modestie aucune. Hein. C'est non, pas, non, mais ce qui est génial, c'est de t'être créé en fait tout seul. Parce que là, pour le coup, tu avais des journalistes. Et quand je dis ça, créé tout seul, je le dis d'autant plus facilement que ce n'est pas moi qui l'ai créé. C'est Sébastien Volpe, voilà, tout ça. Donc, je le dis d'autant plus facilement parce que à l'époque où il le crée, il y a des journalistes, pareil, qui voulaient casser les boîtiers Internet à la commanderie. Je le coupe. J'ai eu la chance de faire quelques conférences de presse. C'est l'une des premières discussions que nous avons eues sur ça. Parce que Romain, s'il est ici, vous doutez bien, c'est que nous apprécions. On recevra des gens que nous apprécions un peu moins plus tard peut-être, mais et je suis arrivé aux premières conférences de presse, je suis pas du tout des médias moi de tout ça, je sais pas où je débarque en fait. Et tu m'as expliqué tout ça, mais c'est sûr, Joris, toi tu arrives, podcast, tu es là, personne te connaît. En fait, le Joris, t'es le Phocéen de 2025-2026. Parce que nous, quand on est arrivé, alors moi je dis ça, j'en étais pas, moi j'étais le mec de sous-foot, et donc du coup, moi j'avais auprès des journalistes, j'avais pas mal de journalistes qui venaient me voir, certains qui travaillent encore aujourd'hui au quotidien, qui venaient voir et qui me lâchaient toutes les saloperies qu'ils pouvaient me lâcher sur le Phocéen, en me disant, bon, toi, t'es un vrai, t'es un SoFoot. Ouais. Et puis un jour, ils ont vu que eux, c'est pas des vrais journalistes, c'est pas, de toute façon, ils posent pas les bonnes questions comme nous on les pose, exactement. Je vois très bien de quoi tu parles. Etc., etc. Et puis un jour, ils m'ont vu passer de SoFoot, tout en restant à SoFoot, parce que SoFoot, on collabore tous, je suis toujours un mec de SoFoot. Et ils m'ont vu aller sur les trucs du Phocéen. Et là, j'ai vu leur regard changer en disant tu nous trahis. Et oui, tu as trahi la cause, comme dirait René. Ils ont vu ce truc-là. Ils se sont dit mais non, c'est pas du journalisme. Pourquoi tu vas là? Et moi, j'étais là de ce truc. Tu sais, tu as pris les codes d'un métier, tu les appliques bêtement. Nous, on va de l'avant. Nous, l'idée, c'est de se dire en fait, ce monde est en évolution. Et encore une fois, aujourd'hui, vous me dites, bah oui, connard, ce monde est en évolution, oui, on est au courant. Mais ce message-là, le faire comprendre il y a 15 ans, c'est pas évident. C'est compliqué dans la tête de certains. C'est pas encore facile maintenant. Il y en a certains qui même pas imaginer il y a 15 ans en arrière. Donc effectivement, tu as ce truc-là et le Phocéen, tu vois que cette place, en fait, et en fait, mon analyse que j'avais faite à Sébastien Volpe en lui disant, putain, les mecs qui regardent, ils se disent, putain, c'est très économie, tout ça, ça doit être chiant. Nous, on voulait des anecdotes sur l'OM. Mais l'analyse que je faisais de dire à Barcelone, à Milan, à Manchester, en fait, tu te rends compte qu'à Marseille, le Phocéen a pris une place, et c'est là où c'est trop tard, par négligence de la Provence. Et désolé de leur dire, enfin, mais ils le savent eux-mêmes, puisque derrière, on a eu des... Non, mais les gens qui étaient en place à la Provence... Oui, la Provence sûr, mais ça s'entend. Pour expliquer à ceux qui nous écoutent, la Provence avait un super site internet au début des années 2000. Ils avaient peut-être le meilleur site internet de PQR, mais ils ont été... les mecs qui faisaient ce site-là se sont pris des bâtons dans les roues des journalistes dits traditionnels qui écrivaient à la plume et qui ont dit ce ne sont pas des vrais journalistes, il faut les bloquer, il faut nous mettre nous en avant. Voilà, et tous ces genres-là. Donc en fait, la Provence, par son côté gros appareil, si des mecs de CMA, CGM écoutent le podcast là, ils doivent se dire parce que le retard que ça a été pris, c'est de là. Bien sûr. Et en fait, eux, ils ont laissé ce truc-là en disant mais ça marchera jamais Internet. Et l'Olympique de Marseille qui a laissé ce truc-là, en fait, qui ont racheté un autre site au début des fin des années 90-2000 en disant on va le racheter comme ça, il va plus nous faire chier. Et le mec est devenu un directeur des médias qui aujourd'hui est à Nice. Mais ils ont laissé le Phocéen en disant on en a acheté un, on va pas en acheter un deuxième, là c'est bon. Tous les et en fait, ils ont laissé ce truc-là exister. Et après, c'était trop tard parce qu'il y avait la reconnaissance, entre guillemets, du peuple, du public. Tu ne pouvais plus rattraper ce format-là. Donc, l'OM, par le biais de son président Vincent Labrune, au début des années 2010, ont mis toute une énergie pour qu'on n'existe pas. Bien aidé, parce qu'il ne faut pas tout mettre sur les épaules de Labrune, bien aidé par tous des mecs autour qui étaient contents de ce truc-là et de se dire, ouais, c'est nos ennemis et tout, qui travaillaient au club. Certains travaillent encore et sont dans cet état d'esprit-là.
c'est les ennemis, c'est nos concurrents directs, c'est machin. C'est pour ça que tu as des trucs quand tu étais sur le site de l'OM où il marquait en exclusivité. Oui, c'est contractuel, encore heureux que c'est en exclusivité. Et en fait, tu avais ce truc-là. Et en fait, nous, ça nous a appris aussi à fonctionner sans les accès. D'accord. En étant en conférence de presse, en sachant très bien qu'on pose une question, le micro ne nous reviendra jamais. On a appris à exister sans ces trucs-là. Et au final, c'est une bénédiction du feu de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, quand ces accès-là arrivent, ta tête, elle tourne moins. Ta tête, elle tourne, et elle tourne pour tout le monde quand on commence à... Moi, je peux vous dire que j'ai vécu, là, j'étais pas avec lui, mais je l'ai vu dans la foulée. Sébastien Volpe, quand la première fois, il y a Bernard Tapie qui l'appelle pour lui dire « Oh, le Phocéen, c'est pas mal, hein, on va faire des trucs ensemble. » Oh, Bernard Tapie, quand tu es entrepreneur, Marseillais, supporter de l'OM, il y a Bernard Tapie qui t'appelle en te disant « Ce que tu fais, c'est bien, terrible, on va discuter et tout. » C'est humain, tu poses le téléphone, tu dis... Tu as chaud. Voilà, tu transpires, tu t'éponges un peu, là. Très bien ce genre de discussion. C'est exactement ce qui arrive, et c'est humain. Et donc, quand après, tu as ce truc-là, tu vois des joueurs qui ont compris l'essence d'Internet et qui ont compris qu'ils ont tout intérêt à être sympa avec le journaliste de l'équipe, mais à pas te négliger à toi, parce qu'en fait, toi, tu n'auras pas le bel article comme dans l'équipe, mais par contre, tu vas... en fait, l'opinion publique, elle va aussi s'appuyer sur ce que tu dis toi. Au début, tu étais là, tu crois que le joueur, il veut être pote avec toi. Puis après, tu réfléchis, tu te dis non, en fait, il est malin, on s'entend bien pour autant, mais on sait que voilà, on sait ce qu'il vient chercher avant et il a raison de fonctionner comme ça. Mais quelque part, il me donne de l'intérêt comme ça. On peut le dire, sa carrière est derrière lui. Le premier qui a fonctionné comme ça, c'est André Ayou. D'accord. Et en fait, André Ayou, c'est le premier, via aussi son entourage, son agent, tout ça, mais qui ont vu l'impact du Phocéen aussi à l'international, parce que c'était un Ghanéen, donc c'est un Marseillais pour nous, c'est un Marseillais. Bon, il est né à Lille, mais pour lui, c'est Marseille. Mais en fait, il est international ghanéen, il a des échos du Ghana, et du coup, il a compris ce truc-là du Phocéen, donc ça a été un des premiers joueurs sympas avec nous, et ça fait du... Et ça, du coup, ça t'aide. Oui, bien sûr. Parce que tu es aussi passé par ces années galères, machin, où tu n'as pas d'accès, les joueurs, il y a ce truc-là aussi de dire, moi, les joueurs, ils me détesteront, c'est pas grave. Moi, ce qui me fait, c'est pas ma proximité avec les joueurs. Il y a des modèles en journalisme là-dessus, et qui se sont faits avec, très clairement, Pierre Ménès, qui était pote avec les joueurs, qui du coup les fracassait jamais, ou fracassait jamais ses potes, et fracassait les concurrents directs. Les autres, mais du coup, il avait des infos, voilà, que ce soit pour l'équipe ou quoi. Je rappelle, c'est factuel ce que je dis, que l'équipe, le journal L'équipe, avait décidé de ne pas l'affecter à l'équipe de France sur la Coupe du Monde 98, parce qu'ils se sont dit, il est trop proche des joueurs, et nous, c'est pas avec notre ligne éditoriale sur 98. Donc c'est de la ligne éditoriale de l'époque, c'est pas du tout ça, on est d'accord. C'est de dire que, voilà, je suis dans le, entre guillemets, le factuel là-dessus. Nous, on a été dans un truc de se dire, cet accès-là avec les joueurs, limite, on le veut pas. Parce que nous, notre vraie liberté, c'est, après le match, si le mec est nul, on va dire il est nul. Oui. Et ça n'a pas de prix. Et effectivement, ça a valu. Moi, il y a des joueurs avec qui il y avait de bonnes relations, mais quand il a fallu dire qu'ils étaient nuls, on a dit qu'ils étaient nuls. Et c'est des mecs... Tu étais le traître de la Et tu as senti que comment tu as fait... Et toi, tu es là, tu es à l'aise. Tu dis, mais je t'ai jamais demandé une place, je t'ai jamais demandé un maillot, je t'ai jamais demandé une info sur un truc et tout. Parce que, justement, je veux garder cette distance et je veux le truc. Tu as le droit de dire, putain, pourquoi tu m'as noté 3 sur 10 alors que tu as le droit. Mais nous, on reste dans notre truc mais ça a évolué, ça, maintenant. Enfin, ça s'est modernisé dans tout, même pour les médias, même vous, vis-à-vis du club, les relations, elles sont bonnes, je pense. Oui, c'est bien. À l'arrivée de Jacques-Henri Hérault, lui, il s'est dit, on va pas avoir un ennemi. Donc, ça va se dire, on va s'en faire un ami. Et donc, il nous a réouvert ces accès-là qui, avant, nous étaient fermés. Et lui est parti, mais ces accès ont été ouverts. Mais même lui, du coup, lui fait partie aussi des personnes qui, au début, étaient contents. Et puis, il faut dire qu'au départ, on était tous très heureux d'avoir Jacques-Henri Hérault. On se disait, putain, c'est ça qu'il nous faut, en fait, un mec qui avait des études. Exactement ce qu'on lui a reproché après, mais au départ, on était très heureux de ça. Tous. Et
Et ben lui, c'est pareil, c'est-à-dire que lui, au départ, était heureux de notre relation en disant, ben voilà, non, vous avez le droit de me critiquer tant que c'est argumenté, compagnie, oui, machin. Bon, à la fin, il était beaucoup, beaucoup moins content. Mais ça fait partie aussi du truc, tu vois, où tu te dis, bah non, nous, c'est pas possible. Enfin, on peut pas cautionner ce qui a été dit, ce qui a été fait. C'est ce qu'on dit souvent, là même vis-à-vis du club, parce qu'ils voient qu'il arrive de nouveaux médias, avec des nouveaux réseaux, avec des nouveaux... Donc ils essaient d'ouvrir comme ils peuvent ou comme ils veulent à certaines personnes. Mais c'est ce qui ressort. C'est que malheureusement, tu peux pas non plus faire tout gober de ce qui se passe. Sinon, après, tu n'es plus crédible. Si tu dis que là, en ce moment, tout est beau, tout est extraordinaire, mais c'est qu'on ne s'est pas compris, c'est qu'il y a un manque d'honnêteté criant. Mais c'est la liberté du phocéen. Et moi, je trouvais ça... tu vois, tu dis... La première fois où tu y allais sur le phocéen, j'ai eu un peu la même réaction. La première fois où tu m'as dit de venir. J'ai un groupe d'amis qui sont très proches, qui suivent le projet de bout en bout. Je leur envoie, lundi, je vais sur le fossé. Ouais, mais vu que c'est une institution, ouais, alors moi je ne le ressens pas ça. Mais j'étais fier de venir. Ben, en gros, voilà, je fais une bonne saison, je fais des conférences de presse, je vais au fossé. Hein, non, c'est bien, c'est cool, je fais un truc sympa. Mais c'est important, et en plus je sais, on peut le dire largement, on n'est pas briefé, on dit ce qu'on veut. Ah oui, après, oui. L'idée est là. Et c'est ce qui est intéressant. En fait, la clé, parce que je trouve que le talk du Phocéen est vraiment devenu un rendez-vous pour de très nombreux supporters de l'OM. La clé, je ne me suis jamais basé sur des médias foot quand j'ai constitué ça. Moi, mes modèles là-dessus, c'est Catherine Barma, qui est la productrice de Ardisson, Ruquier. Ouais. Donc, tout le monde en parle, on a tout essayé. Tout ça, c'est le principe de bande. Et limite, sur le talk show, c'est plus on a tout essayé, où tu avais que des gens différents autour d'une table. Ben là, c'était pareil. Et l'idée, c'est de me dire, moi, c'est pas la France, c'est l'OM. Il faut que, quand on fait des plateaux, on arrive à ce que tous les supporters de l'OM se sentent représentés. C'est la première condition. Et la deuxième, c'est que ça soit des gens qui sont dans le débat. Et des fois, il y a des mecs, c'est des monstres seuls. Oui, mais dès qu'ils sont entourés, c'est dans le débat, compliqué. C'est compliqué d'exister. Donc, eux, malheureusement, on ne fait pas appel à eux parce que, on fait moins appel à eux. Mais l'idée, c'est de se dire, nous, ce qu'il faut, c'est des gens qui sont capables de débattre. Mais après, en fait, ce qui compte, c'est l'Olympique de Marseille. Ce n'est pas les gens qui représentent. Bien sûr. J'ai travaillé pour d'autres médias. Et moi, c'était ma conviction d'amener ça. Et en fait, très vite, je m'en suis détaché. On va le dire, j'ai présenté Virage Marseille pendant 4 ans sur BFM Marseille. Et en fait, moi, ce qui m'intéressait, c'était de faire un débat plus court, plus énergique, faire un truc de différent, sinon ça ne servait à rien, mais de faire quelque chose mais de garder cette essence-là du débat de l'Olympique de Marseille pour amener les gens. Et en fait, le but de la chaîne n'était pas du tout là. Moi, on m'a dit, il faut de la fame. Il faut des gens qui ont des abonnés sur Insta, des machins. Peu importe s'ils n'arrivent pas à formuler le truc. Moi, ça m'allait pas. Mais en fait, le fond les intéressait pas, c'était la forme. Il fallait quelqu'un de connu ou pas connu, mais voilà. Joris Alvarez, Bastien Cordoleani, Bilal Ben Khalifa, je peux t'en citer plein. Ouais, bien sûr. C'est des mecs, techniquement, tu te dis, ils ont fait quoi dans le football? Rien du tout. Je l'ai vu passer. Non, mais ça me gêne pas. Mais c'est très bien. Mais je le comprends en plus, il n'y a pas de problème avec ça. Tu peux mettre, tu peux en mettre beaucoup dans ce rôle-là. Il y a zéro souci avec ça. Sur je vais t'en citer un qui, généralement, quand moi, je fais un truc, c'est limite un témoin clé, c'est Michel Aliaga. Ouais. Si des gens te regardent en te disant « Ouais, Michel Aliaga, ouais, non, on va pas inviter Michel Aliaga quand même. » Très bien, je n'ai rien à faire avec vous. Moi, je vais voilà, s'il y a un camp, moi, je suis dans le camp Michel Aliaga. C'est-à-dire que Michel Aliaga, dans le débat, ah non, mais c'est extraordinaire. C'est un mec qui vit l'Olympique de Marseille. Et des fois, on est très rarement, je te dis ça en plus d'autant plus facilement qu'on est très rarement d'accord. Ben oui. Mais je préfère, mais un milliard de fois, je préfère un milliard de fois faire 10 heures de Michel Aliaga qui revient sur le même argument avec moi. Mais parce qu'il vit ce truc-là, tu peux pas lui enlever. Sébastien Volpe, qui est le directeur du Phocéen, qui est le président, le CEO, tout ce que tu veux, le présentateur, président, directeur sportif, entraîneur, il a tous les imitateurs aussi, il a toutes les casquettes. Il vit l'Olympique de Marseille et pour moi c'est l'essence même du média. C'est pour ça que
c'est lui qui doit l'être plus que moi qui, depuis le départ, regarde ce que je t'ai raconté, et depuis ma plus tendre enfance, et un petit hipster, ouais, non, mais attends, faut être au-dessus de l'arbitrage et tout. Il faut des mecs comme lui. En fait, il faut qu'il y ait moi aussi, moi ou un autre, mais il faut qu'il y ait tous les courants. Mais le truc dominant, ça doit être un mec à l'OM tu vois, qui vit ce truc-là. J'ai des scènes, je parle à sa place, mais Sébastien Volpe, que j'ai fait à un moment donné, qui avait des rendez-vous avec des patrons de très grandes marques et compagnie, machin, pour un OM Nîmes où Bounassar a touché le ballon à la fin et peut-être il va y avoir penalty. Il y avait un patron d'une très grande marque qui était en train de lui parler pour un possible partenariat. Lui voyait qu'il y avait peut-être penalty qui allait être à l'égalisation. Le mec, il a regardé, il lui a dit attends, pardon, je vais voir, il y a une télé, il faut que je vois sur. Et il était comme ça, à genoux, dans les loges du stade, avec comme ça, en se disant je peux pas avoir le penalty là, je le regarde là, allez s'il vous plaît qu'il n'y ait pas penalty, qu'il n'y ait pas penalty. Parce que l'Olympique de Marseille prend le pas sur tout le reste. Peut-être qu'à côté, on est passé sur un partenariat. Mais c'est ce que les gens, je pense, recherchent aussi et aiment bien chez nous. C'est-à-dire que ce qu'ils aiment bien aussi sur le Phocéen, c'est qu'ils savent que c'est des mecs fidèles à eux-mêmes qui, au final, n'ont pas trop changé. Et alors, il y en a qui pourraient dire bah ouais, vous faites toujours votre petit truc, machin, vous évoluez pas et tout. Mais au final, c'est aussi ce que les gens veulent rechercher, ce repère-là qu'ils ont et que tu perds avec tes repères parce que tes émissions télé qui t'ont accompagné, machin, bah, ça n'existe plus, tes trucs. Nous, ça existe encore. Le jouriste, tiens, qui regardait les talks peut-être 10 ans, 15 ans. J'étais la cible passé un moment, je regardais moins à une autre époque. C'est l'évolution de tout ça. Et puis bon, maintenant, je fais un peu partie du truc, donc je me suis remis à regarder. En plus, je t'ai dit que je t'apprécie, je ne vais pas le dire toutes les deux phrases, mais j'ai rencontré un garçon comme Slim en conférence de presse. C'est quelqu'un avec qui j'aime parler et qui, je sais, qui est fondamentalement amoureux de l'Olympique de Marseille comme moi. Donc forcément, on a des points communs. Mais c'est intéressant justement pour ça. C'est pour ça aussi que j'y participe. Si je trouvais que c'était à moitié-moitié, je t'aurais dit non, je ne suis pas disponible, j'habite loin, je ne peux pas arriver. Mais c'est important que ça reste comme ça. Et c'est important aussi dans la vie de l'Olympique de Marseille. Il y avait un petit truc, je n'ai jamais trop parlé. J'avais pas un a priori négatif sur toi avant, mais un petit peu quand même. Je trouvais, parce que bon, tu es quand même. Allez, dis-le. Non, mais je me disais, Romain Canutti, oh là là, il doit avoir un boulard, le mec. Oui. Mais un boulard. Et ça, tu le disais. Tu te l'es cultivé pas sur. Pas qui voulait l'entendre, mais comme je te voyais un peu, je dis, le mec. Je t'ai croisé une fois l'an dernier pour les 125 ans. Tu fais une blague à quelqu'un, mais comme tous les gens, enfin, comme on est nous, fais une blague à quelqu'un, tu la dis pas, puis la blague, tu la racontes pas en chuchotant. Tu la racontes comme ça. Je t'ai passé à côté. C'est bien l'image que. Puis après, on s'est rencontrés plus tard et tout, on a parlé. Tu changes d'avis quand on rencontre les gens et puis que tu les connais beaucoup mieux. Et en fait, un ami m'a dit, mais tu rigoles, toi. C'est le même que toi. Toi, tu dis d'un type qu'il est comme ça, mais tu es le même que lui. C'est pareil, tu prends de la place quand tu arrives, tu discutes, nanani, nanana. Et après, on a évolué. Et je trouve en fait que c'est tout ce qu'on peut dire sur l'entourage de l'OM, mais c'est non, mais tu sais, les gens ils sont intéressés, tout ça. Tu en es la preuve de notre relation. Il y a pas de. Tu vois ce que je veux te dire, c'est. Tu penses ça, t'es pas le seul, il y en a beaucoup. Si tu as cette image-là, quelque part, tu peux pas dire c'est la faute de tout le monde. Bien sûr. Et moi non. Si tu as cette image, c'est que tu as fait des choses qui t'amènent à avoir cette image. Voilà. Mais effectivement, oui, cette image-là, et elle est d'autant plus véhiculée, entretenue par Twitter. Mais au contraire, parce que moi, c'est l'esprit Première Ligue. C'est le match commence, on met de l'engagement, on est à fond. Et en fait, c'est l'idée de dire, si tu veux respecter les gens, tu les traites à ton égal et tu te dis pas, bon, lui, je vais pas lui donner, je vais pas lui répondre parce que machin. Non, moi, je réponds à tout le monde et j'étais dans ce truc-là. Et effectivement, ça peut donner cette image-là de sec, arrogant, parce que le truc, tu le lis, tu l'interprètes comme tu veux. Ça fait partie du jeu. Mais c'est une image qui te dessert, mais qui fait aussi que par moments, ça peut aussi être appréciable, on va dire, parce que là encore, on développe un autre truc où tu te dis, bon, ben, lui, au moins, il n'est pas là pour faire copain-copine, pas tout le monde est beau, tout le monde est gentil. Donc, moi, je sais que je préfère aller vers une personne comme ça en me disant, ben,
elle est authentique, tu vois. Et je préfère un mec qui va m'envoyer chier, entre guillemets, qu'un mec qui va se dire « Et n'oublie pas de suivre ma page et machin, tu vois. » Voilà. Donc, je préfère un mec qui dit « Mais me suis pas, va te faire enculer. » Bon, pardon. Ouais. Voilà, je préfère un peu cette approche-là. Mais après, oui, t'es vu comme un mec arrogant. Des exemples, des tonnes comme ça, hein. Des gens avec qui je peut-être pas au premier abord et à la fin où on est comme ça maintenant. Oui. Mais ça a de la valeur aussi parce que tu te dis, ce mec-là, il n'est pas super pote avec tout le monde. Donc du coup, tu te dis, bah, s'il est avec moi, c'est qu'il y a un truc... voilà. En plus, on a une anecdote tous les deux, très rigolote. C'est la fois où je suis venu dire bonjour à tous les journalistes, où j'ai serré la main à tout le monde dans la salle de presse, que tu m'as dit comment il va Benjamin Pavard. Je ne connaissais pas du tout, donc ça m'a fait rire. Je me dis, ça va, il doit être, c'est bon. Donc, finalement, ça doit. Et du coup, tu as repensé à la vanne des 125 ans. Je sais absolument plus la vanne que j'ai faite. Non, mais je dis bon, ça va. Finalement, le premier a priori n'était pas le. Est-ce que c'est pas le meilleur moment de la carrière de Benjamin Pavard à l'OM, ce moment où il a serré les mains de tout le monde? Foncièrement, oui. Et on s'est dit, waouh, le mec et le tout. Mec, super. T'as serré des mains. T'as serré des mains. T'as serré des mains. Mais en plus, là, pour ce coup-là, le jour de cette conf là où j'ai fait ça, c'est drôle parce que ça tombe d'une autre conf où j'entends dans le club oh là là, les journalistes, certains à pantacourt, t-shirt, ils sont pas bien habillés et tout. Là, je fais exprès, j'arrive, la chemise, costume, tout ça. Puis j'arrive à la bourre pour une fois, manqué. Je serre la main à tout le monde. Slim, tu n'as rien dit que Slim rigole déjà. Donc, je n'avais pas compris pourquoi, mais je l'ai compris. Ouais, ça va, Benjamin Pavard. Et je me revois m'asseoir. Je veux rire en fait, mais je veux rester genre à peu près sérieux. Non, mais c'était cool. On a de la chance. On a de la chance. Il y a des gens, ils sont sans faire là dans le pathos. Les gens, ils sont sur des chantiers. Il y a des gens. Non, mais tout va bien. C'est rigolo. Nous, on est payés pour dire lui il est bon, lui il est nul. Ouais, ça va. Autant voilà, relativiser et mettre la bonne humeur. Oui, bon. Toi, pour le coup, ça t'avait fait rire, mais j'ai su que plus tard, d'autres, beaucoup moins. Hein. D'où mon manque de présence. C'est quoi que j'ai pas manqué grand-chose. Non, après, écoute, je m'en manquais. Ça va. En plus, mon préféré est parti. T'imagines, je voulais te proposer qu'on lui remette un trophée Bella Domanda à la fin de la saison. J'avais imaginé ça. Je sais pas. Mais alors, tiens. J'aurais aimé qu'on le fasse et qu'on lui donne avec. Et quand tu l'as vu à Tottenham là dire je suis un mec du peuple et tout machin, est-ce que ça t'a. Non, alors j'ai une relation. Malheureusement, je suis tombé amoureux de lui par professionnalisme. C'est le premier. Moi, j'ai jamais fait d'interview. Tu étais Nintendo ou Sega quand tu étais petit? Nintendo. Ah ouais. Bah, du coup, j'aurais dit Sega, Sonic et tout. Oui, quand j'ai entendu Sonic, je l'ai très mal pris. Je l'ai mal pris. Je m'en fous en fait de Roberto De Zerbi. Mais je l'ai mal pris. J'ai genre, on le met dans ça, tu sais. C'est personnel. Non, mais c'est personnel. Twitter, faut prendre ça toujours au second degré. Mais qu'est-ce que c'est drôle quand tu réfléchis. Ça m'a fait rire, mais après, j'ai dit non, mais quand même, c'est notre coach et tout. Donc tu te doutes bien, je suis pas journaliste, j'ai jamais posé de questions, j'ai jamais fait ça. La première fois que je me pointe en conférence de presse, j'ai jamais fait de conférence de presse de ma vie. Je lève ma petite main là, la première fois pour Balerdi, et la fois d'après c'est Roberto. Je glisse une phrase en italien à moitié à peu près bien dit, qui a fait sourire. Ça c'est un truc très... Voilà. Non mais c'est pas que toi. Enfin, on l'embrasse, Hugo Hamelin, journaliste de correspondant d'RTL ici, qui à l'arrivée de Luis Gustavo, il parle très bien portugais. Voilà. D'accord. Il a fait un petit bon job, enfin, je sais pas, il a mis avec l'accent et tout. Et on lui a tous dit, ouais, vas-y. Comme dirait dans une émission de Julien Cazard, et de bon cœur. Et de bon cœur, voilà. On s'est compris. Mais en plus, tu sais comme c'est, moi, le truc d'aller en conf, c'est genre, vas-y. Et je dis à un ami, à la fin, je finirai avec une phrase, tu le feras pas. Oui, bien sûr. Bon, je le ferai pas. Bien mal me connaître. Bon, en plus, Roberto sourit et tout, donc là, en fait, c'est bon, j'étais acquis à la cause, ça y est, il pouvait faire tout ce qu'il a fait, j'étais embarqué. Mais oui, le voir à Tottenham raconter tout ce qu'il nous a dit, et puis le voir comme il est, et moi je pense qu'il est honnête dans les deux cas, il est comme ça, avec ses défauts et ses qualités, et là moi je me dis, ça a l'air bien Tottenham. C'est marrant ce que tu dis, parce que moi j'étais le truc contre, le raisonnement inverse, la première fois où j'ai rencontré Villas-Boas, tu vois, ça tient du détachement et tout qu'on a pu avoir, je discute avec lui, et bon, il me présente à lui en lui disant bon, faut être, tu vois, c'est la cellule com de l'OM de l'époque, il se dit bon, ça serait bien que tu vois, tu n'aies pas les médias locaux ados et tout, donc tiens, ça serait bien que tu les rencontres et tout. Et je le vois et je lui dis de suite, je lui dis mais moi, vous pouvez ne pas me calculer,
si on finit champion, terrible. Extraordinaire. Pipi dessus. Il n'y a Ah pas oui, de oui, non, souci, mais je fais ce qu'il prends veut. Ouais, ouais, pas de de problème. bon cœur. De bon cœur, avec Voilà. plaisir. Et donc, tu vois, c'est le truc de se dire, si on est potes, mais que derrière c'est terrible. Tu vois, moi, Big Bay, on se connaît. Tu vois, j'étais convaincu, au-delà du fait qu'on se connaisse ou qu'on ne se connaisse pas. Moi, ce qui m'intéressait, c'était mon avis. Savoir de me si dire, ça allait marcher. au départ, je me dis, ça peut marcher à l'OM parce que derrière, il va avoir Benatia qui va l'appuyer, tout ça. Puis il s'est retrouvé tout seul, et tout seul, il s'est fait bouffer par le vestiaire. Et quand j'ai vu le truc, là, quand je le vois et tout, j'ai de la peine, énormément de peine pour l'homme. Parce que je me dis, il mérite pas ça. Non. Voilà, et ça me fait. Et je me dis, même pour sa carrière de coach, on va le résumer à ça, on va dire, veille et tout, machin. Je suis peiné pour lui, mais en même temps, sur le côté entraîneur de l'OM, je suis le premier à te dire, je ne veux plus qu'il soit le coach de l'OM, il faut tourner cette page. Mais Romain, ce que tu dis sur ça, parce qu'on l'a balayé, et puis c'était vieux quand il était capitaine, mais c'est vieux, c'est il y a longtemps en vrai qu'il était capitaine de l'Olympique de Marseille. Moi, Bibey, j'ai toujours aimé le joueur, j'ai toujours aimé quand il était au Red Star, je n'ai pas regardé les matchs du Red Star, mais vu qu'il y était, que j'appréciais à Bibey, ils sont montés, terrible et tout, c'est bien. Bon, Rennes, ça se passe comme ça se passe. Quand on commence à nous dire qu'il va arriver, c'est pas forcément lui que je voulais, mais je me dis, bon, connaît le club, capitaine, c'est Benatia qui le fait venir, même si je suis pas hypé de fou. Pour finir la saison, on va finir 3-4. C'est ça aussi, c'est-à-dire que c'était pas Antonio Conte ou Habib Bey. Et donc dans tout ça, je me dis, bon, il faut peut-être qu'il va y arriver. Bon, force est de constater, il n'est pas arrivé. Tu as qu'à voir tu dois voir les images. La première conf et là les dernières, les 3 mois, il les a sentis, passer. C'est horrible. Moi, j'aimerais bien. Est-ce que dans le foot moderne, on peut faire ça? Est-ce qu'il voudra le faire? J'aimerais bien qu'il nous raconte comment il a vécu ces 3 mois, parce qu'il a dû, pour reprendre la formule de Didier Deschamps, il a dû avaler quelques couleuvres et même quelques boas. Ah non, mais c'est sûr et certain. Mais même tous, hein. Je suis sûr, si tu fais une interview de Longoria, de Benatia, de De Zerbi, de Bey, et ainsi de suite. Alors après, il y en a qui ont posé les boas, il y en a qui les ont avalés. Les ont enlevés, les ont remis, les ont c'est selon. présentés. On va conclure pas rapidement, mais c'est très intéressant. On n'a même pas parlé de... On n'a même pas parlé de 5e vague qui va sortir. Le mec, il fait des fausses promotions. C'est un best-seller. C'est un best-seller. On vous met le lien dans la description, n'hésitez pas. Très rapidement, ton époque préférée de supporter ou de journaliste, on s'en fout, mais ton époque préf de l'Olympique de Marseille. Ouais, j'ai quand même les années Pape Diouf, parce que je pense que tu es en âge de t'intéresser. C'est comme tout, si je te demande tes groupes de musique préférés, je suis quasi sûr que c'est de la musique que tu as écoutée entre tes 15 et tes 25 ans. Voilà, tu vois, il y a ce truc-là, ça rentre en compte, donc tu es forcément émotionnellement très attaché au Mamadou Niang, au Taïwo, au Sana, à tous ces mecs-là. Mamadou Niang aussi, il faut regarder les messages, hein. Quand même. Pareil. Mais donc non, en fait, c'est ces choses-là en fait qui font que tu es attaché à ces mecs-là et que c'est quoi en vrai moi l'OM c'est de vivre l'OM tout le temps. Oui, moi mon coach préféré c'est Guéretz. Donc je reste parce qu'il y avait le jeu, il y avait beaucoup de choses, le caractère du mec là, voilà, c'est ça, c'était trop bien. Il y avait beaucoup de choses qui étaient réunies, je trouve. En Guéretz. Mais c'est un foot qui n'existe plus aujourd'hui. Non, tu peux plus. Je pense pas que ça. Dans le sens où ceux d'aujourd'hui sont beaucoup plus forts. C'est ça qu'on se rend pas compte. C'est-à-dire que on a vu ce fameux PSG Bayern, tout ça. Cette équipe-là, tu la mets face au Manchester United de l'époque, là, puisque c'est 2008, je pense qu'ils les explosent. Oui. Ouais, mais ils sont beaucoup, beaucoup plus forts. Oui. Il n'y a pas de Carles Puyol, il n'y a pas de Wes Brown ou de Gary Neville dans les équipes de foot d'aujourd'hui, ça n'existe plus. Non, ça n'existe plus. Tu n'as que des mecs, des monstres. Romain, joueur préféré intergalactique de l'Olympique de Marseille? Alors j'ai une vraie tendresse pour, je te le disais, pour Mamadou Niang. Jonathan Klaus. Non, j'ai une vraie tendresse pour Mamadou Niang, voilà, parce qu'il y a un truc. Mon premier vrai que j'ai kiffé de fou, c'est Flo Maurice. Oui. Flo Maurice qui était pour moi un attaquant. La dernière image forte, bisous, crampon dans le virage, celle-là elle est magique quand même. Le tout premier, c'est Marc Libra. Parce que tu avais Tony Cascarino et tout le monde était là à dire le géant vert, le géant vert. Et moi je préférais le mec à côté qui marchait sur les crampons, qui machin, et qui avait un truc très fighting spirit. Donc j'étais très Marc Libra, qui avait le 24. Oui. Après, j'ai beaucoup aimé
j'aimais bien, mais après, en vrai, de tout, le truc, c'est Drogba. Enfin, Drogba, sur une saison, il a fait un truc quand même stratosphérique et ça reste, tu vois, derrière. Et le fait qu'il ait réussi aussi derrière, c'est-à-dire, c'est ça la diff, Oui. je pense, entre Drogba et Nyang. C'était pas le même âge, mais Ouais, le mais truc. bien sûr. Et c'est que comme Drogba, derrière, il a gagné la Ligue des Champions, il a fait un truc, t'as ce truc qui te Ah, mais force il à était dire. avec nous. Voilà. Comme on avait dit avec Wenger la dernière fois, même pour Nasri par exemple, ils sont à nous en fait, ils nous appartiennent. Oui, Ils oui, sont- mais Nasri pareil. Ils nous appartiennent. Le sacre, le Manchester City, Queen's Park Rangers, On l'a on l'a célébré tous comme vécu. oui, mais c'est ça. mais exactement. c'était une folie, c'était ce truc-là qu'il fallait vivre. Donc, Il y a ouais, ce bien truc sûr. toujours. Romain, on a terminé. J'aurais aimé qu'on continue encore, mais tu pourras revenir. Hein, On tu peut sais, faire un la épisode porte est- 2 La avec porte est une grande thématique. ouverte, Avec grand plaisir. tu le sais. Merci beaucoup. Merci à toi. Longue vie aux Phocéens. Merci. Longue vie à ton coiffeur. Écoute, peut le dire, ça, ou pas Non ma coiffeuse, je l'embrasse, elle a accouché. Donc tout s'explique. Je Je voulais pas finir sur ça. Elle n'a pas Je accouché. finirai pas sur ça, mais Elle n'a pas voilà. accouché de ça. Mais du coup, voilà, je vais attendre qu'elle finisse gentiment son congé maternité. Je ne veux pas lui mettre la pression, même si effectivement, il y aurait de quoi. Faut intervenir à un Il moment. y aurait de quoi lui dire, c'est quoi, je passe, je sais où elle habite et tout. Non, mais en tout cas, merci. Merci ce que tu fais même pour le podcast, puisque tu m'as donné la chance de venir sur le talk. Les quelques conférences de presse. Non, mais c'est important. Non, mais tu viens parce que t'es bon. Non, mais il faut donner l'opportunité, c'est ce que je veux te dire. Ouais, Même mais tu l'accueil l'as qu'on en a saisi. eu. Enfin, tu serais venu une fois bien sûr. et on se serait dit, bon, ça le Je te fait renvoyais pas un dans la message, chimie tu m'aurais avec dit, les non, mais on se autres. verra, boire un café. Voilà. Tous les deux. Je te rappelle. Je te rappelle de suite. Non, en tout cas, merci beaucoup. Et puis, bon, on espère qu'on va vivre les émotions. Une belle saison. Oui, pas de raison. Repartir Nouveau projet, sur un tout ça, projet. et Greg Lorenzi. même des projets pour nous. Hein. Je pense qu'on Aussi. nous pensions à nous un petit peu aussi. Mais plus l'OM. l'OM, Que ça marche une belle fort, saison, que ça soit bien. ça Voilà. nous mettrait bien quand même. Qu'on vive bien. Merci à toutes et à tous. Vous verrez l'épisode rapidement sur toutes les plateformes comme je vous ai dit. On va faire bien sûr nos séquences préférées, donc n'hésitez pas à les partager, à les liker, à les commenter surtout. Et puis, comme toujours, hein, allez l'OM. Allez l'OM.